Notre invité ce matin, Manuel Valls, Premier ministre, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Manuel Valls. Je dois la vérité aux Français. Cette phrase que vous avez employée, prononcée hier, qui est de Pierre Mendès France, vous accompagnera tout au long de ces mois à la tête du gouvernement. Elle va vous accompagner ce matin. Alors j'ai une première question très directe. François Hollande a-t-il modifié votre discours hier? Nous avons travaillé ensemble, bien sûr, parce que c'est le président de la République qui m'a nommé, c'est lui qui fixe le cap, il a reçu la légitimité des Français il y a 2 ans, et je conçois et nous concevons ainsi notre relation. Et il a modifié ce que vous aviez prévu? Mais bien sûr, il peut porter des modifications, me faire des suggestions, c'était mon discours, je l'ai prononcé, mais nous devons ensemble travailler pour redresser le pays, pour faire en sorte que Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a changé dans ce discours? Oh, mais ça doit rester entre nous, bien évidemment. Je lui ai fait des suggestions, il m'en a fait aussi. Il l'a édulcoré, il l'a... Je ne crois pas. Valls. Je pense que c'est même le contraire. Il l'a rendu parfois plus clair, plus net. Mais le président de la République et le Premier ministre, dans la Ve République, dans le quinquennat, parce que nous formons une équipe compacte aussi évidemment avec les membres du gouvernement, doivent travailler en permanence ensemble. Il est le président de la République, je suis le Premier ministre, la Constitution prévoit clairement quelles sont les missions de l'un et de l'autre, c'est lui qui me nomme, j'ai reçu hier la confiance du Parlement, mais nous devons former cette équipe qui est l'équipe pour la France, pour faire gagner la France. Votre gouvernement sera complété tout à l'heure. Quand exactement et combien de secrétaires d'État? Dans l'après-midi, sans doute, il y aura une douzaine de secrétaires d'État. 12, oui, bien sûr. 12. Pas plus, je pense. Paritaire, toujours. Paritaire, toujours. Harlem Désir, secrétaire d'État? Ça, aux affaires européennes? Les nominations des membres du gouvernement et des secrétaires d'État, en l'occurrence, il faudra attendre Jean-Jacques Bourdin cet après-midi. Mais c'est une possibilité? Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Aucun commentaire. Il faut attendre. C'est de la prérogative du président de la République et du Premier ministre. Il faut donc attendre cet après-midi. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai travaillé votre discours hier, Manuel Valls. Emploi, fiscalité, pouvoir d'achat. Je vais commencer avec l'emploi et je vais commencer avec les entreprises. Vous décidez d'alléger le coût du travail, 30 milliards d'euros avant 2016. C'était annoncé, c'est confirmé. 1er juin 2015, suppression des charges pour tout employeur qui emploie un salarié payé au SMIC. En fait, ce sont les cotisations patronales URSSAF. On est bien d'accord. 0 charge, effectivement, pour l'employeur d'un salarié payé au SMIC. 1er janvier 2015. 1er janvier 2015. Bien. Allègement aussi pour ceux qui sont payés entre 1 fois et 1,6 fois SMIC. Absolument. Combien? Quel allègement? Cet allègement permettra à ceux qui aujourd'hui sont payés 1,6 du SMIC d'avoir du pouvoir d'achat. Oui, mais combien? Et vous l'avez. Quels allègements? Progressifs, entre 1 et 1,6 ou... Non, ce sera 1,6 et ensuite ça sera progressif, en effet. Progressif entre 1 et 1,6? Non, ça serait 1,6. Il y a à la fois pour les bas salaires en dessous de 1,6 et puis ensuite progressif. Au-dessus d'1,6, il y aura aussi des allègements de charges patronales. Bien sûr. Patronales, hein? Bien sûr. Ça va coûter 4,5 milliards d'euros. Mais nous voulons créer les conditions qui permettent à l'économie française et à nos entreprises d'être performantes. Et nous considérons, et le président de la République l'a considéré déjà depuis plusieurs mois, il l'avait annoncé le 31 décembre à l'occasion de ses vœux, puis 15 jours après à l'occasion d'une conférence de presse, qu'il fallait soutenir les entreprises. Nous avons besoin, dans un monde ouvert, que notre économie soit beaucoup plus performante, attractive. Nous avons besoin que la compétitivité de notre économie, de notre industrie, de notre agriculture, de nos grandes entreprises comme de nos PME, PMI, que cette compétitivité soit au rendez-vous. C'est le moyen de créer de la richesse, c'est le moyen de créer de l'emploi. Et c'est ce que les Français attendent. Les artisans, les indépendants, j'y pense parce qu'on les oublie bien souvent, baissent de leur cotisation familiale. 3 points de baisse. Quand la première baisse? La première baisse, ça sera l'année prochaine et le coût global de cette baisse représente 1 milliard d'euros. Là aussi, vous avez raison. Et souvent, d'ailleurs, il s'exprime sur votre antenne. Ces commerçants, ces artisans qui travaillent dur. Ces indépendants. Ces indépendants. Il ne faut pas les oublier. Ces auto-entrepreneurs aussi, parce que nous voulons préserver également ce statut. Il y a beaucoup de souffrance
chez eux. Et pourtant, ils apportent eux aussi de l'emploi, beaucoup d'engagement pour le pays et pour notre économie. Mais je pense aussi à l'économie sociale et solidaire, aux coopératives, qu'il faut également encourager. C'est un travail que Benoît Hamon avait accompli là aussi avec beaucoup d'engagement au cours de ces derniers mois. Donc baisse d'1 point des cotisations familiales dès janvier prochain, si j'ai bien compris. Dès janvier prochain. L'impôt sur les sociétés, le taux a baissé à 28% d'ici 2020. On est bien d'accord. Première baisse quand ? Je crois que nous l'avons dit, c'est en 2017. Et puis il y a aussi la surtaxe. Rien avant 2017. Non, il y a également la surtaxe. Nous allons préciser, Jean-Jacques Bourdin. J'ai donné un certain nombre d'indications hier, et nous allons progressivement préciser. Je rencontre tous les partenaires sociaux vendredi prochain avec les ministres concernés, Michel Sapin, François Rebsamen, Arnaud Montebourg, Marisol Touraine, Marie-Lise Lebranchu pour ce qui concerne la fonction publique. Nous allons rencontrer tous les partenaires sociaux précisément pour aller dans le détail sur un certain nombre de ces mesures. Oui, il y aura aussi la suppression de la contribution sociale de solidarité des entreprises sous 3 ans. Aucune contrepartie demandée aux entreprises. J'ai dit d'ailleurs hier que ce terme de contrepartie, qui est important, parce que ça veut dire tout simplement, ça veut dire quoi la contrepartie? Ça veut dire créer des emplois contre les aides qu'on vous donne. Ça veut dire que chacun s'engage pour l'emploi. C'est ça qui est nouveau. Et le contrat social, pas uniquement entre l'État et les partenaires sociaux, mais d'abord entre les partenaires sociaux. Et la marque de ce gouvernement, et la marque d'abord de ce président de la République, puisque depuis 2 ans, les 2 conférences sociales, les négociations qui ont permis des avancées considérables et concrètes en matière de marché du travail, de formation professionnelle, mais aussi sur le plan des retraites. Laissons le dialogue entre les partenaires sociaux. Et ceux qui ont signé le pacte de responsabilité et de solidarité vont travailler sur ce que nous appelons ces contreparties. Je pense par exemple à tout ce qui concerne l'apprentissage. On en parle depuis longtemps. Comment faire en sorte qu'il y ait davantage d'apprentis? Comment faire en sorte que les entreprises accueillent davantage de jeunes dans leurs services? C'est de cela dont ils vont parler. Il ne s'agit pas de dire combien d'emplois on va créer précisément. On ne va pas dire dans telle ou telle entreprise il faut créer X emplois. Ça serait totalement contraire à ce qu'est la réalité de l'économie. Mais par branche, il va y avoir cette discussion, puisque nous avons besoin de nos entreprises, mais que les entreprises ont aussi une responsabilité vis-à-vis des Français et donc vis-à-vis des salariés. Un observatoire des contreparties est en place. Absolument. C'est ce qui doit permettre d'avancer sur ce que les Français attendent en matière d'emploi, mais aussi de vie au travail, de pénibilité, de formation professionnelle et d'apprentissage. Passons aux salariés, au pouvoir d'achat des salariés. Alors, diminution des cotisations salariales pour les salariés payés au SMIC. On est bien d'accord. Combien et quand? Mais là aussi, j'ai donné un certain nombre de précisions hier, et nous allons là également, avec les partenaires sociaux et avec les ministres concernés, donner ces précisions. Jean-Jacques Bourdin, je comprends qu'il y ait de l'impatience. C'est pas de l'impatience, c'est des précisions. C'est des précisions, et ces précisions sont attendues. C'est la vérité que vous devez aux Français. Et ces précisions, je le comprends, sont attendues par les Français. Il nous faut un peu de temps maintenant pour déployer ce que j'ai annoncé hier. Il y aura une baisse dès le 1er janvier 2016 des cotisations familiales payées par les salariés qui gagnent entre le SMIC et 3,5 fois le SMIC. 90% des salariés en France sont dans ce cas. Avant de parler du financement de toutes ces mesures, Manuel Valls, je voudrais vous lire simplement ce que m'a écrit Dominique, l'un de nos auditeurs ce matin. Dites-moi, mais si j'ai bien compris, pourquoi est-ce que vous n'avez pas engagé ces mesures il y a 2 ans ? Ces mesures-là me paraissent bonnes, me dit Dominique, mais pourquoi avoir attendu 2 ans avant de les prendre, avant de les annoncer ? Nous avons trouvé, peut-être cela n'a-t-il pas été dit suffisamment clairement il y a 2 ans, une situation très difficile. Je ne suis pas là pour polémiquer avec ceux qui ont gouverné avant, puisque les Français, ils l'ont fait au fond à travers leur vote, au moment des élections municipales, ou par leur absence de vote, je pense à l'abstention. Mais c'est vrai que la destruction des emplois industriels depuis 10 ans, la perte de compétitivité et d'attractivité de notre économie, l'endettement du pays, le niveau du commerce extérieur, les déficits publics. Cette situation rend encore plus difficile les choses, au fond,
pour ceux qui arrivent et pour ceux qui ont reçu le mandat de gouverner pour les Français. Et donc c'était difficile de prendre des mesures qui soient en direction des salariés. Quand hier j'ai annoncé cette augmentation de salaire net de 500 € au niveau du SMIC pour les salariés modestes dès 2015, c'est parce que nous avons entendu aussi ce message. Il faut à la fois soutenir les entreprises et répondre également à l'augmentation, cette demande d'augmentation du pouvoir d'achat. Est-ce que vous n'avez pas perdu 2 ans, franchement? C'est le sentiment que tout le monde a ce matin. Ces mesures-là, on aurait aimé les entendre il y a 2 ans, non? C'est ce qu'a dit le président de la République au lendemain des élections municipales. Ça ne va pas assez vite. Nous avons réussi à ralentir assez vite, Manuel Valls. Le gouvernement. Le gouvernement n'est pas allé assez vite. Mais nous ne sommes pas allés assez vite. Le gouvernement, la majorité, le président de la République non plus. Mais je ne suis pas là pour faire que des autocritiques, mais c'est cette réalité. Mais c'est le président de la République. Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est le président de la République lui-même qui a dit tout cela ne va pas assez vite en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière de compétitivité, d'attractivité pour nos entreprises. C'est lui-même qui fait ce constat. Et c'est pour cela qu'il nomme un nouveau gouvernement dont la mission, précisément, est d'aller beaucoup plus vite parce que, tout simplement, les Français attendent des résultats. Mais, là aussi, c'est ce devoir de vérité que j'évoquais hier. Il faut le faire en tenant compte de notre économie. Il y a un ralentissement du chômage. Il y a un début de croissance en France et dans la zone euro. Quel est le but du gouvernement? Quel est l'objectif du gouvernement et de la politique économique que nous devons mener? C'est de soutenir cette croissance, de ne rien faire qui puisse la ralentir. Car vous le savez parfaitement, avec 1 point de croissance, nous ne créons pas de l'emploi. Donc il faut plus de croissance pour avoir demain plus d'emplois et retrouver surtout la confiance des acteurs économiques et sociaux, mais aussi des Français. Manuel Valls, effort pour les entreprises, effort pour les salariés, pas de recours à l'impôt, vous confirmez? Pas de recours à l'impôt, parce que les Français ont été assommés depuis 2010 par près de 60 milliards d'impôts. 30 milliards du côté de la droite, avant 2012, 30 milliards depuis 2012. Ça suffit. Ça suffit. Il y a, de la part de nos compatriotes et des contribuables, et notamment des classes moyennes, mais aussi des couches populaires. Je pense notamment à ces Français qui ne payaient pas d'impôts et qui, par toute une série de mécanismes, sont rentrés dans l'impôt, qui ont vu, au fond, leur pouvoir d'achat, et parce qu'il y a aussi la vie chère dans bien des domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports. Ils ont vu leur pouvoir d'achat s'éroder. Et ce sont des familles qui ne peuvent plus partir en vacances. Il y a parfois des gens qui sont dans une telle situation qu'ils ne peuvent plus même s'acheter de quoi manger. Donc nous avons là aussi le devoir d'en finir avec cette pression. Ces impôts? Est-ce que vous allez baisser les impôts? Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de baisser les impôts? C'est bien sûr la bonne question. Et le président de la République, là aussi, s'est engagé à ce que d'ici 2017, nous puissions baisser les prélèvements obligatoires. Mais devoir de vérité oblige. Le premier choix que nous devons faire, c'est de ne pas augmenter les impôts et c'est de réduire les dépenses publiques pour, en effet, trouver les équilibres nécessaires qui, demain, nous permettent de baisser les impôts. Parce que le problème que nous avons depuis 2 ans, c'est pas uniquement l'augmentation des impôts, c'est que les recettes fiscales ne sont pas au rendez-vous. Ce qui explique que la baisse des déficits publics n'est pas suffisamment forte. Oui, tiens, je vais en profiter pour rappeler une phrase de Winston Churchill, Manuel Valls, qui disait « Une nation qui espère prospérer grâce à l'impôt est comme un homme debout dans un seau qui essaie de se soulever par la poignée. » Elle est belle, non? Elle est très belle. Bon. Nous avons besoin d'un impôt. Oui. C'est vrai au niveau des collectivités territoriales, comme de l'État. C'est vrai aussi, d'une manière générale, pour les prélèvements obligatoires, pour financer nos services publics, pour financer notre système de santé. Parce que les Français veulent, comme vous et moi, payer moins d'impôts, mais veulent aussi des services publics performants. C'est pour ça que nous avons besoin de réformes de structure et de réformes de structure dans la durée, qui doivent concerner l'État, les collectivités territoriales ou la sécurité sociale. 50 milliards d'euros d'économies, vous confirmez. Alors, 19 milliards pour l'État, 10 milliards pour les collectivités territoriales et 10 milliards pour l'assurance maladie. 19, 10, 10, ça fait 39. Il manque 11 milliards, où sont-ils? Sur les autres dépenses de sécurité sociale. C'est-à-dire lesquelles? Là aussi...
Lesquels? Je ne veux pas trop vous décevoir. Oui. Non, mais nous aurons l'occasion, dans les prochaines semaines, je ne suis pas en train de renvoyer ce débat à plus tard, mais ce qui était très important... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier, on va, je sais pas, doubler le prix des cigarettes, on va, je sais pas, non? Non, mais on peut trouver des pistes sur la gestion des caisses de sécurité sociale, sur un certain nombre de mesures, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail. Donc il reste 11 milliards à trouver, quoi. Non, il y a 10 milliards qui proviendront de l'assurance maladie. Et 11 milliards. On peut par exemple beaucoup travailler sur la question de la chirurgie ambulatoire, restructurer l'offre de soins hospitaliers, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail. 11 milliards sur d'autres dépenses de sécurité sociale, les 10 milliards des collectivités territoriales et les 17 milliards qui concernent l'État, je l'ai rappelé hier, et ses agences. Est-ce que vous allez poursuivre le gel du traitement des fonctionnaires? Là aussi, nous voyons les partenaires sociaux et les syndicats de la fonction publique vendredi prochain avec la ministre qui est en charge ces questions-là, Marie-Lise Lebranchu. Parce qu'il faut faire 19 milliards d'économies, donc il faut les trouver. Hein. Il faut un effort. Bon. Ce que j'ai rappelé hier, c'est que les Français ont eu le sentiment, pas seulement depuis 2 ans, mais depuis plusieurs années, qu'on leur faisait faire beaucoup d'efforts, parfois même des sacrifices, mais qu'ils ne savaient pas pourquoi. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire hier à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est de montrer le cap qui est défini par le président de la République. Nous devons redresser notre pays pour qu'il soit beaucoup plus performant. J'ai dit une formule lapidaire, mais qui, me semble-t-il, veut tout dire. Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis plusieurs années. Nous avons accepté un niveau d'endettement insupportable qui nous fait perdre notre souveraineté nationale. Nous avons une dette publique qui nous empêche d'agir. On prend souvent l'exemple de l'Italie pour dire, regardez, ils se lancent dans des réformes, mais leur niveau de déficit public est moindre que le nôtre. Il est de moins 3%. Ils ont fait, eux, un certain nombre d'efforts pour retrouver des marges. Donc, il nous faut poursuivre cette baisse des déficits publics pour retrouver des marges. Économies, il ne s'agit pas uniquement... Par exemple, dans l'embauche, dans l'éducation, dans les embauches, dans l'éducation nationale. Je vois que vous me poussez à être précis, je ne le ferai pas. Il y aura une présentation dans les prochaines semaines, très précise. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont sorties, mais très précises. C'est à Michel Sapin. Vous allez ralentir ces embauches ? C'est à Michel Sapin de faire ces informations. Nous avons encore besoin de quelques heures, de quelques jours pour la semaine prochaine, on en saura plus. Je reviendrai. Bon, déficit public 3% en 2015. Vous maintenez ce chiffre? Ça, c'est l'objectif. Soyons prudents. Moi, je ne suis pas là pour annoncer des chiffres que nous ne pourrions pas atteindre. Mais en tout cas, on s'est fixé des chiffres, des objectifs, des engagements. Il faut faire ces efforts, mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Et donc là aussi, nous allons préciser ce qu'on appelle notre trajectoire budgétaire, notre trajectoire financière dans les prochains jours. Et il y aura un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale avant la fin du mois d'avril. Est-ce que vous allez demander un nouveau délai à Bruxelles? Il y a des discussions avec Michel Sapin et le commissaire Oren qui est en charge ces questions à Bruxelles. Là aussi, c'est tout le débat que nous allons connaître au niveau européen. Comment nous pouvons retrouver de la croissance pour l'emploi au niveau européen. La zone euro est celle qui aujourd'hui a le moins de croissance par rapport aux grandes économies du monde. Donc, comment nous pouvons mieux piloter notre politique économique et budgétaire au niveau européen? C'est cette discussion. D'obtenir un délai, franchement, pour l'économie française. Mais moi, je ne poserai pas la question. Non. Moi, je ne poserai pas la question. Alors, comment la poseriez-vous? Comment nous pouvons être plus performants? Il faut faire des économies. Il faut réduire les déficits. C'est pour ça que nous avons annoncé. Nous faisons des économies, nous réduisons nos déficits. Et nous faisons des réformes. Mais nous demandons du temps. Et nous faisons des réformes. Vous demandez du temps. Nous avons déjà demandé du temps. Nous avons déjà obtenu. Nous faisons des réformes de structure. Donc c'est le rythme de cette baisse des déficits, d'une part, et aussi, c'est la question que vous m'avez posée il y a un instant, quels sont les secteurs qui sont concernés? Comment nous pouvons à la fois baisser nos déficits et préserver notre modèle social? Vous avez besoin de temps, on est d'accord. Mais il faut toujours du temps et du rythme. À partir du moment où les réformes de structure et les choix que nous venons de faire, notamment pour les entreprises, nous permettent de trouver plus de compétitivité et donc de produire plus de richesses pour notre pays, nous aurons aussi plus de recettes pour notre économie. Et c'est cette équation qui est complexe,
ne dis pas que la tâche est facile, que nous devons trouver. Réforme territoriale. Alors ça fait du bruit aussi. Réduction du nombre de régions de moitié au 1er janvier 2017 en métropole. Et puis 2021, suppression des conseils départementaux, les conseils généraux. Ça ne veut pas dire suppression des départements ? Non. J'ai bien évoqué la suppression des conseils départementaux. Oui, c'est-à-dire ? Alors, essayons de préciser. On parle depuis des années de la réforme du millefeuille. On en parle, il y a beaucoup de propositions sur la table, des rapports, je pense notamment au rapport de 2 sénateurs, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, et Yves Krattinger, qui ont proposé de réduire le nombre de régions pour qu'elles aient une taille critique, notamment pour être plus performantes au niveau européen, qu'elles jouent un rôle essentiel en matière de développement économique ou de transition énergétique. Ils proposent eux-mêmes une dizaine de régions. Faisons en sorte, dans un premier temps, après les élections régionales de 2015, qu'il y ait déjà un certain nombre d'initiatives. Les 2 Normandies peuvent parfaitement fusionner, par la loi, s'il le faut. D'abord dans la discussion entre les régions. Et puis, si ces régions n'ont pas réussi à avancer, eh bien, la loi, mais après un débat, bien sûr, commencer avec le Sénat, l'Assemblée nationale, avec les élus eux-mêmes, je suis convaincu que ce débat va intéresser les Français, au 1er janvier 2007, eh bien, la loi sera adoptée pour que, ensuite, au prochain renouvellement régional, on puisse avoir ces régions. Et les départements, est-ce que des préfectures vont disparaître ? Parlons des conseils généraux. Oui. J'ai indiqué cet objectif 2021. D'ailleurs, certains me reprochent d'aller trop vite pour les régions ou trop lentement pour les départements. Les départements, les conseils généraux, existent depuis déjà près de 2 siècles. Nous avons besoin d'avoir là également un débat. Mais si je n'avais pas fixé cet objectif, le débat n'aurait jamais lieu. Et je pense, et c'est déjà le cas dans les métropoles, donc, disparition des conseils généraux. Le débat ne fait que commencer. À partir de le changement de cette nouvelle donne territoriale qui concerne les régions et les conseils généraux, l'État devra évidemment adapter sa propre organisation. Mais en même temps, tout au long de cette campagne municipale, depuis déjà des années, moi j'ai entendu ce sentiment d'abandon. Je pense notamment à nos territoires ruraux, à cette ruralité qui est une richesse inouïe de notre pays. Mais il y a un sentiment d'abandon des territoires ruraux, des petites villes, des villes moyennes. Nous devons donc y répondre également. Et nous devons trouver au fond les structures à travers l'intercommunalité qui permettent cette solidarité territoriale, sociale vis-à-vis de ces villes, de ces campagnes, de cette ruralité qui vivent, je parle des citoyens, ce sentiment d'abandon. La transition énergétique, une loi présentée avant l'été, en juin probablement, vous confirmez le mois de juin. Il travaille déjà beaucoup, c'est le travail qui a été réalisé par Philippe Martin. Alors écotaxe, définitivement abandonnée, remplacée ? Nous sommes là aussi dans un débat qui doit permettre un certain nombre de décisions. Vous connaissez parfaitement les paramètres de ce débat. Moi, je ne ferai pas d'annonce dans ce domaine-là. Je laisse la ministre y travailler avec l'ensemble des partenaires. Il y a aussi, d'ailleurs, vous le savez, un travail parlementaire Vous êtes favorable à une taxe sur le déplacement des poids lourds ? Vous n'y arrivez pas. Il y a un problème qui est celui du financement de nos grandes infrastructures. Et nous avons besoin aussi pour la transition énergétique de ces infrastructures. Et en même temps, solution, l'écotaxe ? Ce qui est une bonne solution, c'est de trouver les financements pour ces infrastructures en matière de transport. Et en même temps, il faut écouter ce qui s'est passé en Bretagne. Il faut y être attentif. On ne peut pas dire qu'il faut écouter les Français et ne pas entendre le message des Bretons. Là aussi, c'est cette équation que nous devrons traiter dans les prochaines semaines. Les taxes sur le diesel resteront les mêmes ? Je ne serai pas dans cette précision, Jean-Jacques Bourdin. Je fais attention. Et le gaz de schiste, vous restez sur la même position, interdiction de toute exploration ? Absolument. Les choses sont très claires. Le président de la République a eu déjà l'occasion de le dire avec beaucoup de netteté. Rythme scolaire, assouplissement à la rentrée 2014. Là aussi, est-ce qu'il y aura retrait ? Est-ce qu'il y aura report ? Ou est-ce qu'il y aura libre choix laissé aux municipalités ? Non. Il n'y a ni retrait ni report. Ces rythmes scolaires qui étaient demandés, parce que la semaine de 4 jours avait été critiquée. Elle faisait peser beaucoup d'efforts sur les enfants. Chacun le reconnaissait. Aujourd'hui, l'immense majorité des communes sont en train de rentrer dans ce système. Et il y aura une application, je vous le confirme, à la rentrée 2014. En même temps, on a vu que sur un certain nombre de sujets,
Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, aura l'occasion là aussi de préciser les choses, puisqu'il va rencontrer l'ensemble des partenaires, les représentants des enseignants, les représentants des parents d'élèves, les élus et notamment les maires qui sont très directement concernés par ces rythmes scolaires, pour assouplir le décret qui encadre ces rythmes scolaires. Le décret sera assoupli. Le décret sera assoupli selon des modalités qui vont être discutées. C'est-à-dire que ça va permettre à certaines municipalités de mettre les choses bien en place. Oui, et sans doute de regrouper un certain nombre d'activités, parce que c'est ça qui était demandé, avec un problème plus spécifique concernant les maternelles. Et les mairies qui ne voudront pas appliquer la réforme à la rentrée prochaine. Mais la loi, elle doit s'appliquer. Il ne peut pas y avoir des inégalités selon les territoires. Il doit y avoir une discussion avec les maires, et notamment avec le représentant des maires, l'Association des maires de France, mais nous avons besoin d'appliquer la loi. Sinon, il y aurait des inégalités sur le territoire, et ce serait totalement contraire à notre tradition républicaine. La réforme pénale, reportée? La réforme pénale, elle sera discutée avant l'été. Avant l'été? Avant l'été. C'est certain. Mais bien évidemment. Pourquoi? Quel est le texte modifié? Mais le texte sera modifié par l'Assemblée nationale. Oui. Il l'est déjà. Oui. Mais l'objectif, c'est de lutter contre la récidive. Oui. La récidive est quelque chose qui est insupportable pour nos concitoyens. Et c'est l'objectif de la loi pénale. On lui a fait dire beaucoup de choses. À cette loi pénale, on l'a beaucoup caricaturée. Mais il y a un travail qui est déjà accompli depuis plusieurs semaines par Dominique Raimbourg, qui va être le rapporteur, qui est d'ailleurs le rapporteur de cette loi. Ce que j'ai souhaité hier à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est que sur cette question, comme sur bien d'autres, on sorte des postures, qu'il y ait un travail de qualité réalisé par les parlementaires, quel que soit leur camp politique, pour au fond servir les Français et l'intérêt général. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, oui ou non, sur cet objectif qui vise à lutter contre la récidive? Donc le texte sera débattu à l'Assemblée nationale avant l'été. J'ai 3 petites questions, avec des réponses brèves si vous pouvez. Première question, est-ce que vous vous êtes bridé hier? Est-ce que vous bridez votre nature depuis que vous êtes Premier ministre? Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez aller plus vite, plus fort. Est-ce que vous vous modérez? Non, je fais très attention à l'état de la société française. Et quand le président de la République parle d'apaisement, je me dois moi aussi de participer de cet apaisement. Parce qu'on attend que Manuel Valls fasse du Manuel Valls, non? Mais c'est ce que le président de la République a dit, je crois. C'est ce qu'il a dit, mais bien sûr. Je crois hier avoir fait aussi, mais là vous m'obligez de parler de moi, je suis pas sûr que ce soit un sujet qui intéresse beaucoup vos auditeurs et ceux qui nous regardent. J'ai fait du Valls, mais je suis Premier ministre de la France. J'ai indiqué, je crois, des réformes importantes pour les entreprises, pour les salariés, pour les collectivités territoriales. Et ces réformes, nous devons les mener à bon rythme. C'est ça la feuille de route que j'ai. Vous ressemblez à Nicolas Sarkozy? Vous n'avez pas assez qu'on vous compare sans cesse. Et pourquoi vous me posez la question? Je vous pose la question pour savoir si vous en avez assez, justement. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, dernière question. Non, mais je ne suis pas gêné par votre question. J'ai compris. Mais je crois que ce qui compte pour les Français, c'est ce que nous allons faire pour eux. Il me semble que nos compatriotes en ont assez des petits débats politiques. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons, nous, à la hauteur de la gravité du moment. Alors, dernière question. Vous êtes catalan de cœur. L'indépendance de la Catalogne, vous voteriez oui ou non? Mais je suis Premier ministre de la France. Oui, non, mais d'accord. Je suis Premier ministre. Vous vous rendez compte de type de questions auxquelles vous m'obligez de répondre? Non. Et puis, faisons attention dans l'Europe. C'est une manière pour moi de vous répondre. Faisons attention à ce que l'Europe ne se disloque pas. Le projet européen est aujourd'hui fragilisé par la montée des populismes. Et parce que tout simplement, aussi, les peuples, et ils ont raison, considèrent que l'Union européenne ne répond pas suffisamment concrètement à leurs attentes en matière d'emploi. Et quand nous parlons de politiques qui soutiennent davantage la croissance européenne, c'est parce que nous voulons répondre précisément à l'attente de nos concitoyens. Le projet européen est un des plus beaux projets qui puisse exister. Il a permis la paix entre la France et l'Allemagne. Il a permis... Vous allez vous engager fortement dans la campagne? Oui, je vais m'engager parce que je suis profondément européen et les peuples du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe, ont, grâce à l'Union européenne, là aussi pu retrouver la démocratie et, je l'espère, la prospérité. Mais nous avons besoin d'une Europe forte, nous avons besoin d'une Europe unie qui se fixe des objectifs pour mieux répondre encore à l'attente des Européens.
Merci Manuel Valls d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h59.